Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de novembre. À la une de ce numéro, le projet de loi de finances 2016 qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 30 septembre dernier. À mes côtés se succéderont les experts du groupe Revue Fiduciaire pour tâcher d'y voir plus clair dans les changements à venir. Claire Garabédian ouvrira ce magazine avec un volet fiscalité des particuliers, puis ce sera au tour de Marie-Christine Martini de me rejoindre pour la première partie d'un double volet fiscalité des entreprises. Elle s'intéressera plus particulièrement aux mesures concernant l'impôt sur les bénéfices et les impôts locaux. Fiscalité des entreprises toujours donc, mais côté TVA cette fois et lutte contre la fraude, et je serai alors accompagnée de Thierry Cour. Ce double volet fiscalité des entreprises sera également l'occasion d'un point d'actualité avec plusieurs décisions de jurisprudence fiscale importantes. Pour terminer, je recevrai Nicolas Raymond pour le volet social du projet de loi de finances 2016 avec différentes dispositions que nous passerons en revue. Il est temps à présent d'accueillir Claire Garabédian de la rédaction fiscale. Bonjour Claire. Bonjour Marianne. Alors Claire, première question, concernant les contribuables personnes physiques, vont-ils payer moins d'impôts en 2016? Alors oui, pour les foyers modestes. Parce que d'une part, le barème des tranches de l'impôt sur le revenu est revalorisé, comme chaque année. Là, il est revalorisé de 0,1%. Ce n'est pas grand-chose. Par exemple, la première tranche de l'impôt sur le revenu, de 14%, passe de 9 690 € à 9 700 €. Effectivement. Il y a plein également d'autres seuils et limites qui sont revalorisés dans la même logique. Donc, par exemple, le plafond du quotient familial, pour un couple marié avec un enfant mineur à charge, il passe de 1 508 € à 1 510 € pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2015. Et puis d'autre part, c'est aussi le calcul de la décote qui est aménagé. Alors, puisque vous en parlez, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce qu'est exactement la décote dans le calcul de l'impôt sur le revenu? Alors, la décote, c'est ce qui sert en fait à alléger la charge du contribuable qui se trouve vraiment à l'entrée du barème d'impôt sur le revenu. Il calcule juste son impôt brut, il applique le plafond du quotient familial et donc il va appliquer ce qu'on appelle la décote. La décote, pour l'année dernière, donc pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2014, c'était égal entre la différence d'un montant fixe qui dépendait de la situation de famille du contribuable et son impôt brut. Donc cette différence venait directement réduire son impôt final. Et pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2015, donc les montants fixes sont revalorisés et également le calcul en soi est changé puisqu'il s'agit de la différence entre le montant fixe et 3/4 de l'impôt brut. Donc forcément, automatiquement, la décote sera plus importante pour ceux qui se trouvent donc à l'entrée du barème. Très bien, merci. Par ailleurs, on a beaucoup entendu d'annonces sur la mise en place de la retenue à la source sur les salaires, comme chez la plupart de nos voisins européens. Alors, que propose le projet de loi de finances là-dessus? Alors, le gouvernement, en fait, mettrait en place des mécanismes pour faciliter la retenue à la source. En revanche, il ne dit pas forcément comment la retenue à la source va se passer en elle-même. Ça fera l'objet, je pense, d'un projet de loi de finances. Ce sera le projet de loi de finances sûrement 2017. D'accord. Et dans ce cas, en quoi consiste alors cette mise en place progressive? Alors, c'est que en fait, le gouvernement s'engage à la mettre en place, cette fameuse retenue à la source, mais prépare le terrain. Prépare le terrain progressivement, donc sur plusieurs années. Donc à échéance annoncée de 2018, tous les contribuables auraient donc l'obligation de, d'une part, télédéclarer, donc fini les déclarations papier, donc sous réserve qu'il ait accès à Internet, et également de payer son impôt sur le revenu et ses impôts locaux par voie dématérialisée. Donc sur, d'une part, peut-être la télédéclaration pour commencer, ça va encore une fois être progressif. Ça va se faire sur plusieurs années. Et en fait, le gouvernement a pris un critère. Il a pris comme critère le revenu fiscal de référence. Donc par exemple, pour les déclarations 2016, donc de l'année prochaine, qui vont se faire au titre des revenus de 2015, les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence 2014 supérieur à 40 000 € auront, eux, l'obligation de télédéclarer. Et ce seuil va réduire petit à petit. Pour arriver à une télédéclaration générale, d'accord. Exactement. Donc, quant au paiement dématérialisé, il est déjà en fait obligatoire pour les sommes supérieures à 30 000 €. Mais tout simplement, on va réduire ce seuil. C'est-à-dire qu'en 2016,
le paiement sera obligatoire dès que le montant est supérieur à 10 000 €. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en 2019, le paiement par voie dématérialisée soit obligatoire dès que le montant est supérieur à 300 €, ce qui arrive vite. D'accord, très bien. Qui dit obligation dit sanction à la clé. Est-ce qu'une pénalité sévère est d'ores et déjà prévue? Pas forcément. En fait, donc, quand on aura l'obligation de télédéclarer, si on ne respecte pas cette obligation, on aura une amende forfaitaire de 15 € par déclaration soumise par une autre voie. Donc si on dépose une déclaration papier par exemple. Et en plus, ça sera mis en œuvre uniquement qu'à compter de la 2e année du manquement. Et puis pour les sanctions qui visent donc le non-respect de payer par voie dématérialisée, il y en a déjà une puisqu'il y a déjà une obligation pour les paiements supérieurs à 30 000 €. Aujourd'hui, l'amende est égale à 0,2% de l'impôt dû avec un seuil minimum de 60 €. Et bien là, on baisserait ce seuil à 15 €. D'accord, donc a priori, la vraie retenue à la source n'interviendrait pas en pratique avant 2018. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mesures fiscales qui intéressent les particuliers dans ce projet de loi de finances 2016? Oui, on peut relever la prorogation du crédit d'impôt pour la transition énergétique. C'est un crédit d'impôt qui, en principe, arrive à échéance pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2015. Là, il serait prorogé, on pourra encore en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2016. D'accord. Il y aurait quelques aménagements également sur ce crédit d'impôt, puisqu'il y a des équipements qu'on appelle mixtes qui seraient exclus. Donc les équipements mixtes, ça serait, ils porteraient sur d'une part un équipement ou un appareil éligible, et d'autre part un équipement ou une production d'électricité qui utilise l'énergie radiative du soleil. Donc ça, il serait exclu à compter du 30 septembre 2015. Puis il y aura un petit régime transitoire, bien sûr, pour les dépenses qui sont déjà engagées au 30 septembre de cette année. Et peut-être dernière petite chose, c'est qu'il y aurait des chaudières à haute performance énergétique qui rentreraient dans le régime, sous réserve d'un prochain arrêté. D'accord, donc il est peut-être temps de changer sa chaudière. Très bien, merci Claire pour ces précisions. C'est maintenant au tour de Marie-Christine Martini de me rejoindre sur ce plateau pour la suite des mesures fiscales figurant dans le projet de loi de finances 2016. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Avec vous, nous allons donc aborder la première partie de ce volet fiscalité des entreprises pour la mesure concernant l'impôt sur les bénéfices et les impôts locaux. A priori, la fiscalité des entreprises ne sera pas très modifiée cette année. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Oui, mais il est peut-être un peu tôt pour se prononcer. En fait, on s'aperçoit qu'au fil des années, il y a assez peu de mesures techniques au stade du projet initial, et puis que le projet est enrichi au cours de la discussion parlementaire. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'un autre projet est attendu, c'est le projet de loi de finances rectificative pour 2015 qui sera rendu public en novembre. Donc, sous ces deux réserves de textes à venir, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas vraiment de bouleversement cette année en fiscalité d'entreprise. Très bien. Est-ce qu'il y a une mesure phare dans ce projet de loi de finances 2016 ? Non, il n'y a pas vraiment une mesure phare, simplement, et de manière tout à fait subjective, je pense que la mesure qui concerne les effets de seuil d'effectifs est certainement la plus importante. En fiscalité, oui, mais surtout en matière sociale, et c'est Nicolas Raymond qui tout à l'heure vous expliquera, vous commentera les mesures sociales de ce projet de loi de finances pour 2016. Alors pour le fiscal, bien, cette mesure concerne en fait les entreprises qui peuvent bénéficier de certains dispositifs fiscaux à condition de ne pas dépasser certains seuils d'effectifs. Et quand le seuil est dépassé, actuellement, il y a un effet couperet, c'est-à-dire qu'elles perdent le bénéfice des avantages. D'accord. Est-ce que c'est une mesure générale ou simplement ciblée sur certains dispositifs ? C'est une mesure très ciblée sur certains dispositifs. En fait, il y a deux mesures dans une mesure, si je peux dire. Le premier point, c'est que le seuil de 10 salariés, qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier de certains dispositifs, est relevé légèrement, puisqu'il passe à 11 salariés. Et puis, il y a une deuxième mesure qui fait que quand on va passer le seuil de 11 salariés, donc ce nouveau seuil, mais également d'autres seuils, on les expliquera tout à l'heure, le seuil de 30 ou de 50 salariés, l'effet couperet dont je parlais tout à l'heure ne s'appliquera pas et l'entreprise pourra continuer à bénéficier du régime fiscal de faveur l'année du dépassement et puis les 2 années suivantes. Et en pratique, quels sont les régimes concernés ? Alors, dans un premier temps, on va parler du régime qui concerne le fameux seuil de 10 qui passe à 11 salariés.
Alors ça concerne en premier lieu les entreprises qui sont implantées dans des zones de revitalisation rurale et qui, à ce titre, bénéficient d'une exonération d'impôt sur le bénéfice, de contribution économique territoriale et de taxes foncières sur les propriétés bâties. Pour ces entreprises, le seuil d'entrée de la mesure passe donc à 11 salariés. Et puis l'effet de lissage dont je parlais tout à l'heure, donc je garde le bénéfice du régime l'année du dépassement et les 2 années suivantes, s'appliquerait. Alors idem pour les entreprises qui sont installées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui bénéficient actuellement d'une exonération de CFE. Ce sont les petits commerces installés dans ces quartiers. Là également, le seuil passe de 10 à 11 salariés, mais le projet de loi ne prévoit pas actuellement l'effet de lissage en cas de dépassement du seuil. Et puis, dernier point, ça concerne le crédit de CFE pour les entreprises qui sont installées dans les zones de restructuration de la défense. Et bien pour ces entreprises-là, le critère pour obtenir le régime, jusqu'à présent, c'était le critère de la PME dite communautaire. C'est-à-dire qu'il fallait employer moins de 10 salariés, puis avoir un total de bilan de au plus 3 millions d'euros. Et bien en fait, ces 2 critères communautaires seraient abandonnés. Et en fait, le projet de loi prévoit des nouveaux seuils. L'entreprise devrait employer au plus 11 salariés, donc là c'est moins de 12 salariés, et puis le total de bilan devrait être inférieur à 2 millions d'euros. Voilà, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet ne concerne plus le seuil de 10 à 11 salariés, mais simplement le dispositif de lissage uniquement pour les entreprises qui vont pouvoir donc continuer à bénéficier du régime l'année du dépassement. Alors ça concerne premièrement les sociétés anonymes et les sociétés et les SAS qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes et qui ont moins de 50 salariés. Eh bien, en fait, pour ces entreprises, le dépassement du seuil permettra de bénéficier du dispositif de lissage. On a également la taxe sur les salaires pour les mutuelles de moins de 30 salariés. Idem, le dépassement du seuil permettra de bénéficier du lissage. Et puis c'est la même chose pour une exonération de CFE pour certaines entreprises agricoles. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de très général, ce sont des mesures ciblées. Et pour les mesures générales, eh bien, il faut se reporter aux mesures sociales qui seront exposées tout à l'heure. Tout à l'heure, d'accord, avec Nicolas. Une autre mesure a plus particulièrement attiré mon attention, c'est celle relative au prix de transfert. En effet, l'annonce par l'OCDE début octobre du plan d'action visant à éliminer les pratiques d'évasion fiscale dans les multinationales a sans doute sensibilisé l'opinion sur ces problématiques. Qu'en est-il dans le projet de loi de finances pour 2016 ? Alors, dans le projet de loi de finances pour 2016, la mesure concerne la déclaration des prix de transfert que certains groupes multinationaux doivent effectuer pour expliquer leur politique de prix de transfert. Actuellement, la déclaration doit être adressée tous les ans à l'administration sous format papier, dans un délai qui est fixé à 6 mois de la date limite de dépôt de leur déclaration annuelle de résultats. Bien, à compter du 1er janvier 2016, cette déclaration devra être adressée à l'administration par voie dématérialisée. Et compte tenu du délai de dépôt de la déclaration que je viens d'évoquer, eh bien, ça va concerner les entreprises qui ont clôturé leurs comptes depuis avril 2015. Un autre aménagement important concernant cette déclaration dans les groupes qui sont placés sous le régime de l'intégration fiscale. Le projet de loi prévoit que c'est la société mère du groupe qui devra déposer la déclaration pour l'ensemble des sociétés du groupe. Et puis enfin, le projet prévoit quelques changements concernant le fond, enfin les modalités, les renseignements, les détails qu'il faut mentionner sur cette déclaration. Alors pour répondre à votre interrogation sur les préconisations de l'OCDE concernant le plan d'action qu'on appelle BEPS, eh bien en fait les mesures n'ont pas été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2016, mais il est probable que dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, on trouve des mesures concernant ce plan BEPS. D'accord. D'autres mesures à nous signaler, Marie-Christine ? Oui, alors très rapidement, on peut signaler la reconduction d'un dispositif d'amortissement exceptionnel des robots industriels d'une année. Pour tous les régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer qui doivent normalement prendre fin le 31 décembre 2017, eh bien, il est prévu des dispositifs qui permettent de sortir du dispositif, non pas trop brutalement. Et puis il y a également la suppression d'impôts sur les sociétés vélo qui avait été votée par la loi relative à la transition énergétique et qui est supprimée avant même d'avoir été appliquée. Et puis il y a une dernière mesure
qui concernent les impôts locaux pour pour les pionniers, on les appelle comme ça, de la méthanisation agricole, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont entrées dans le dispositif assez rapidement. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Après le projet de loi de finances 2016, vous avez souhaité attirer l'attention des entreprises sur plusieurs décisions de jurisprudence fiscale importantes. À signaler en premier une décision de la Cour de justice des communautés européennes, la CJUE, qui concerne les distributions entre sociétés d'un groupe sous le régime d'intégration fiscale. La CJUE a sanctionné la France parce qu'elle accorde le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% aux seuls dividendes de filiales françaises et le refuse aux filiales européennes, c'est bien ça? C'est bien ça. Enfin, aux filiales étrangères en général, pas seulement européennes. Et en fait, alors, je rappelle que le régime Murphy permet d'exonérer les dividendes qui sont distribués à l'intérieur des groupes de sociétés, qu'ils soient d'ailleurs ou non en régime d'intégration fiscale. Alors quand les groupes n'est pas en régime d'intégration fiscale, eh bien l'exonération n'est pas totale, puisqu'en fait la société qui perçoit les dividendes est imposée à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur un montant forfaitaire qui est fixé à 5% du montant du dividende reçu. Et en fait, cette quote-part de frais et charges, on l'appelle comme ça, elle est censée, on va dire, elle est censée contrebalancer en fait la charge financière supportée pour la gestion des titres. Alors, en matière de régime d'intégration fiscale, c'est plus intéressant parce que l'exonération est totale à partir du deuxième exercice d'intégration, c'est-à-dire que cette quote-part de frais et charges de 5%, elle est totalement neutralisée. Alors, actuellement, cette neutralisation, eh bien, elle n'est appliquée que pour les dividendes qui proviennent de filiales françaises. Et la doctrine de l'administration la refuse pour les dividendes qui proviennent de filiales étrangères et européennes. Et c'est ce que la CJUE a sanctionné. Eh bien, sur le principe de la liberté d'établissement, eh bien, la France ne peut pas refuser, ne peut pas créer une discrimination entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères. Et donc, en pratique, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, en fait, le régime d'intégration fiscale devra être modifié par voie législative et probablement dans la loi de finances rectificative pour 2015. Alors en attendant, les sociétés qui ont été imposées à tort sur la quote-part de frais et charges vont pouvoir introduire une réclamation et obtenir éventuellement la restitution de l'impôt payé à tort. Pour 2012, il faudra bien sûr déposer la déclaration avant le 31 décembre 2015. Une autre décision récente de jurisprudence à signaler sur un tout autre sujet, elle concerne une société en nom collectif détenue à 100% par une société alliée qui est dissoute par confusion de patrimoine. Vous nous indiquez que le Conseil d'État consacre la doctrine administrative sur le calcul de la moins-value qui apparaît lors de l'annulation des titres. Ce calcul prend en compte les corrections issues de la jurisprudence Kemener. Est-ce que nous pouvons décrypter cela, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, en fait, on va déjà rappeler que pour les sociétés en nom collectif et plus généralement pour toutes les sociétés qui sont soumises au régime des sociétés de personnes, les résultats sont imposés au nom des associés lorsqu'ils sont réalisés, alors même qu'ils n'ont pas été distribués. C'est ce qu'on appelle le principe de la translucidité fiscale. Alors, lorsque les titres de la société de personnes, donc ici une société en nom collectif, sont cédés, le prix des titres qui est retenu pour calculer la plus-value doit être corrigé des bénéfices qui ont été imposés ou des pertes qui ont été déduites au nom des associés selon le principe de translucidité que je viens d'exposer. Donc ce principe qui a été donc dégagé par la jurisprudence Kemener s'appliquait jusqu'à présent en cas de cession. Eh bien, le Conseil d'État vient de confirmer que cette même correction devra être effectuée en cas d'annulation des titres à la suite de la dissolution-confusion de la société de personnes. Alors en fait, qu'est-ce qui s'était passé dans cette affaire? C'est une société en nom collectif qui avait acquis un immeuble en crédit-bail et qui a levé l'option d'achat de l'immeuble et l'a inscrit à l'actif de son bilan pour la valeur de levée d'option. Et puis après cette acquisition, les parts de cette société ont été acquises par une société anonyme qui a procédé ensuite à la dissolution de cette société. L'administration a notifié à la société en nom collectif un redressement fiscal égal à la différence entre la valeur de l'immeuble à la date de la dissolution de la société et puis la valeur pour laquelle cet immeuble avait été inscrit à l'actif de son bilan à la suite de la levée d'options d'achat. Et fort logiquement, en application du régime de translucidité fiscale dont on a parlé à l'instant, eh bien c'est la société anonyme associée qui a été taxée sur cette plus-value de réévaluation réalisée par la société en nom collectif.
Alors, la société anonyme n'a pas contesté ce redressement, fort logiquement. Mais en revanche, elle a demandé que l'administration tienne compte dans la plus-value d'annulation des titres de cette plus-value qui avait déjà été taxée antérieurement, et alors même que la décision de dissolution avait été antérieure au redressement qui lui avait été notifié par l'administration. D'accord, merci Marie-Christine pour cette belle histoire. Je vous libère et je reçois à présent Thierry Court pour la partie TVA de ce volet fiscalité des entreprises. Bonjour Thierry. Bonjour Marianne. Vous allez donc nous présenter deux mesures du projet de loi de finances pour 2016. L'une est relative au régime TVA des ventes à distance au sein de l'Union européenne et l'autre vise à mettre en place un dispositif antifraude qui obligerait les entreprises à utiliser un logiciel de caisse sécurisé. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous en dire un peu plus sur la réforme du régime des ventes à distance? Oui, effectivement, Marianne, le législateur entend abaisser le seuil des ventes à distance, donc de taxation en France des ventes à distance, de 100 000 € à 35 000 € qui sont réalisés par un assujetti établi dans l'Union européenne à destination de la France. Et quelles sont donc les conséquences pratiques pour les entreprises de l'abaissement de ce seuil à 35 000 €? Alors, il faut d'abord quand même expliquer ce qu'est une vente à distance. Il faut savoir que constitue une vente à distance l'expédition d'un bien meuble corporel par un vendeur situé dans un État membre de l'UE vers un acheteur qui est également situé dans un autre État membre de l'UE, mais lequel acheteur est non assujetti à la TVA, c'est-à-dire c'est un particulier ou une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire, ce qu'on appelle une PBRD. Ainsi, pour la France, constitue une vente à distance un bien expédié par un vendeur établi dans un État de l'Union vers un client, un particulier ou une PBRD établie en France. D'accord, donc on a bien compris que constitue une vente à distance pour la France un bien que j'achèterai moi, par exemple, à une entreprise située en Allemagne. Voilà. Mais quelle est l'utilité de ce seuil de 100 000, d'abaisser ce seuil de 100 000 à 35 000 €? Alors, le régime des ventes à distance est le suivant. Les ventes à distance sont taxées en principe dans l'état de situation du vendeur, d'établissement du vendeur, c'est-à-dire donc dans l'état de départ du bien. Mais au-delà d'un certain seuil, ces ventes à distance vont être taxées dans l'état d'arrivée du bien, c'est-à-dire l'état dans lequel est établi ou réside l'acquéreur. D'accord. Alors, c'est justement c'est ce seuil qui change, qui détermine en fait la territorialité de l'impôt. Le seuil actuellement en vigueur en France est de 100 000 € et d'après le projet de loi de finances pour 2016, ce seuil de 100 000 € passerait à 35 000 €, donc à compter des opérations réalisées, en 2016. Donc si je comprends bien, l'abaissement de ce taux de 100 000 à 35 000 € permettrait de récupérer en France des recettes fiscales provenant de la TVA. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Vous avez tout compris, Marianne. Ah ben voilà. Mais c'est parce qu'il faut dire que vous êtes très très clair, Thierry, ça m'aide. Voilà. La deuxième mesure du projet de loi de finances rectificative pour 2016 dont vous voulez nous parler est la mise en place d'un dispositif antifraude qui obligerait les entreprises à utiliser un logiciel de caisse sécurisé. Donc c'est bien cela, Thierry. Voilà, tout à fait. Alors pourquoi le législateur a actuellement la volonté de mettre en place un dispositif antifraude? Il faut faire un peu d'historique. L'administration fiscale a constaté l'existence d'une fraude qui consiste pour les entreprises à occulter une partie de leurs recettes encaissées en espèces, laquelle fraude est facilitée par l'existence et le développement de systèmes de caisse frauduleux, de systèmes de caisse électroniques frauduleux. Incroyable. Et qu'est-ce que vous entendez par là donc? Alors, eh bien, certains logiciels de caisse permettent de retirer des recettes de la comptabilité et de reconstituer des tickets de caisse sans que cette manipulation puisse être décelée. Donc depuis 2013, dans la loi de finances pour 2013, l'administration dispose de moyens qui lui permettent de détecter les systèmes de caisse frauduleux et de sanctionner ainsi leurs concepteurs. Alors, sous la pression des opérations de contrôle qui se sont développées, la plupart des opérateurs, des éditeurs de logiciels de caisse ont réagi en proposant à leurs clients des mises à jour visant à supprimer ces systèmes frauduleux ou en tout cas à limiter leur permissivité. Mais certains clients n'ont pas procédé à ces mises à jour.
Et c'est donc pour ça que le législateur intervient aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait ça, Marianne. Donc pour lutter aujourd'hui plus efficacement encore contre les systèmes de fraude à la TVA, le projet de loi de finances pour 2016 propose d'instituer à compter du 1er janvier 2018 l'utilisation obligatoire d'un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé, c'est-à-dire satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, à des conditions de sécurisation, de conservation et d'archivage. Le redevable serait ainsi tenu de présenter une attestation d'homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ou bien une attestation individuelle de l'éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé. À défaut de présentation de cette attestation, l'entreprise serait tenue de payer une amende de 5 000 € par logiciel frauduleux. D'accord, mais j'imagine que pour faire respecter cette obligation, le législateur a prévu d'octroyer à l'administration des pouvoirs d'investigation spécifiques. Effectivement. Donc l'administration, dans le cadre de ce pouvoir de contrôle, l'administration disposerait du pouvoir de constater de manière inopinée dans les locaux de l'entreprise quel logiciel de caisse cette entreprise utilise et pourrait lui demander donc de présenter l'attestation permettant de certifier que le logiciel ou le système de caisse électronique est sécurisé. Alors, outre l'amende de 5 000 € dont je viens de vous parler, si l'entreprise n'est pas à même de présenter cette attestation, eh bien, elle aura l'obligation de régulariser sa situation dans les 60 jours de la demande de l'administration. D'accord, très bien. Une fois de plus, c'est très clair, Thierry. Merci pour ces explications. Avant de nous quitter, outre les mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2016, vous vouliez également nous parler d'une jurisprudence communautaire qui date du mois de juillet dernier. Elle concerne les modalités de déduction de la TVA sur les frais d'acquisition de filiales acquittés par une holding animatrice. Oui, Marianne, la Cour de justice de l'Union européenne, au mois de juillet dernier, a sorti un arrêt, a publié un arrêt selon lequel la perception de dividendes par une société holding animatrice ne dégrade pas son coefficient de déduction dès lors que cette holding animatrice rend des services à ses filiales. Alors, pourquoi cet arrêt est important? Eh bien, parce que cet arrêt est contraire à la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, que nous dit le Conseil d'État pour ces cas d'espèce? Le Conseil d'État considère que la perception de dividendes par une société holding, donc une société même animatrice, dégrade son coefficient de déduction, même si cette société holding s'immisce dans la gestion de ses filiales, c'est-à-dire même si cette société holding rend des services rémunérés à ses filiales. Alors, cette analyse donc, du Conseil d'État est contraire à la doctrine de l'administration qui a toujours, elle, considéré, donc c'est une doctrine constante, qui a toujours, elle, considéré que le coefficient de déduction est intégral, même dans le cas de la perception de dividendes. Alors, donc là, il y a effectivement une opposition entre le Conseil d'État et l'administration. Donc, en juillet, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché cette question en posant le principe d'une déduction intégrale de la TVA au titre des frais généraux supportés sur les frais d'acquisition de participation dès lors que la société holding s'immisce dans la gestion de ses filiales, c'est-à-dire dès lors qu'elle rend des services rémunérés à ses filiales. En revanche, si la société holding ne s'immisce pas dans la gestion de ses filiales, c'est ce qu'on appelle une holding pure, c'est-à-dire qu'il ne gère que les participations. Dans ce cas-là, le coefficient de déduction est dégradé. Et ce coefficient de déduction, il est égal à 0, ou il peut être partiel si effectivement la société holding réalise des opérations partiellement imposables. Donc cette décision de la CJUE est finalement une assez bonne nouvelle pour les sociétés qui veulent se développer en externe. D'accord, très bien Thierry, merci pour cette information. Pour plus de détails, nos abonnés peuvent se reporter au feuillet hebdo numéro 3609 de la revue Fiduciaire. Thierry, à bientôt. À bientôt. Il faut maintenant céder votre place à Nicolas Raymond pour le volet social de ce numéro projet de loi de finances 2016.
Le 9 juin 2015, le gouvernement présentait un plan en faveur des petites et moyennes entreprises. Au rang des mesures annoncées, on trouvait un gel temporaire de certains effets de seuil pendant 3 ans et un ajustement de certains seuils. Ces annonces sont aujourd'hui concrétisées dans le projet de loi de finances pour 2016 sur lequel nous allons revenir avec vous. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Alors nous allons donc passer en revue avec vous les différentes dispositions concernées et je vous propose de commencer par la participation à la formation professionnelle. Si vous voulez, allons-y. Allons-y. Donc, depuis le 1er janvier 2015, le taux de la contribution due au titre de la participation à la formation professionnelle varie selon que l'effectif de l'entreprise est de moins de 10 salariés. Dans ce cas-là, l'employeur est soumis à un taux de 0,55%. Ou alors, selon que l'effectif est de 10 salariés ou plus. Dans ce cas, le taux est fixé à 1% pour le cas général. Et donc à partir de 2016, alors là, ça veut dire concrètement pour la collecte 2017, eh bien, il faudra distinguer les entreprises de moins de 11 salariés des entreprises de 11 salariés et plus. Et ça va changer quelque chose en pratique? On va avoir, par exemple, je ne sais pas moi, des demi-salariés? Ben oui, Marianne. Hein. Les règles de calcul des effectifs impliquent, dans certains cas, de faire des prorata. Ce qui explique qu'on peut avoir des effectifs avec des virgules. Cas typique, le salarié à mi-temps va compter pour 0,5, une demi-unité. Ça peut aussi concerner le décompte de certains salariés en CDD qui ne sont pas là toute l'année. Donc au final, en réalité, le changement envisagé aura un impact pour les employeurs qui ont justement un effectif qui va de 10 salariés à moins de 11, donc entre 10 et moins de 11. Bien avec cet effectif en 2015, l'employeur sera redevable, aujourd'hui, l'employeur est redevable d'une contribution formation de 1%, il la versera lors de la collecte 2016, et alors qu'avec le même effectif sur 2016, donc là je parle de la collecte 2017, eh bien l'employeur sera soumis à la participation formation selon le régime des TPE, donc des petites entreprises, à savoir un taux de 0,55%. D'accord, c'est tout pour la formation? C'est tout pour la formation. Très bien, on passe maintenant au forfait social sur la prévoyance. Alors vous me direz si je me trompe, mais à l'heure où nous nous parlons, les employeurs de 10 salariés et plus sont redevables du forfait social au taux de 8% sur la fraction des contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations, mais assujetties CSG. Là, le projet de loi de finances pourrait apporter 2 aménagements. Alors déjà, bravo, vous n'êtes pas trompé. Alors, le seuil d'assujettissement, il est bien aujourd'hui fixé à 10 salariés et plus. Et lorsqu'on atteint ou on dépasse ce seuil, eh bien, il faut payer dès l'année suivante. Alors, le projet de loi de finances, justement, prévoit 2 modifications. Alors, tout d'abord, il y a un léger relèvement du seuil d'assujettissement, puisque à l'avenir, le forfait social dû au titre de la prévoyance concernera uniquement les employeurs de 11 salariés et plus, et pas 10 salariés et plus. Donc aujourd'hui, les 10 à moins de 11 qui sont assujettis au forfait social, eh bien demain, ils y échapperont. Donc c'est un petit changement, mais ça les intéressera. Deuxièmement, la deuxième mesure, c'est un gel temporaire de l'effet de seuil. Le projet de loi prévoit que les employeurs qui vont atteindre ou dépasser le seuil de 11 salariés et plus en 2016, 2017 ou 2018, eh bien, resteront exonérés de forfait social sur la prévoyance pendant 3 ans. Donc on voit bien un gel pendant 3 ans. D'accord, très bien. Dernière trace de la loi TEPA du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les employeurs de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires rémunérées. Là aussi, un mécanisme temporaire de gel de l'effet de seuil serait mis en place. Oui, exactement. Oui. Donc là, toujours selon le projet de loi de finances, eh bien, les employeurs qui vont atteindre ou franchir le seuil de 20 salariés au titre de 2016, 2017, 2018, bien, devraient pouvoir continuer à en bénéficier pendant 3 ans, alors qu'aujourd'hui, quand on franchit le seuil, c'est terminé immédiatement. D'accord. Revenons maintenant aux contributions avec cette fois le FNAL. J'ai un peu l'impression de me répéter, mais là aussi, le projet de loi prévoit une mesure temporaire de l'effet de seuil en vue. Voilà, exactement. Petit rappel, tout d'abord. Tous les employeurs sont redevables du FNAL. Donc là-dessus, c'est une généralité. Mais le taux et l'assiette dépendent de l'effectif. Si vous êtes à moins de 20 salariés, donc une petite entreprise, eh bien, le FNAL, vous le payez au taux de 0,10% sur les salaires retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas la totalité des rémunérations. A l'inverse, pour ceux de 20 salariés et plus, le FNAL se calcule à un taux supérieur, 0,50%, et cette fois-ci sur la totalité de la rémunération du salarié. Alors, on a eu par le passé un dispositif de lissage de l'effet de seuil expérimental et qui a été appliqué pendant quelques années, puisqu'il concernait les employeurs qui ont franchi le seuil entre 2008 et 2012. Mais depuis 2013, eh bien, c'est terminé. Et donc, tout employeur qui atteint ou dépasse les 20 salariés est immédiatement en fait assujetti au forfait social au taux de 0,50% sur la totalité de la rémunération. Et bien là aussi,
Le projet de loi de finances prévoit que les employeurs qui vont atteindre ou dépasser les 20 salariés en 2016, 2017, 2018 devraient rester assujettis pendant 3 ans au FNAL de 0,10% sur les salaires limités au plafond. Ce n'est qu'ensuite qu'ils basculeront au FNAL déplafonné à 0,50. D'accord. Dernier point pour ce qui concerne les effets de seuil, le versement de transport. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles actuelles? Oui, alors actuellement, le versement de transport s'applique aux employeurs de plus de 9 salariés. Alors, comment on apprécie ce seuil, on raisonne zone de versement de transport par zone de versement de transport en province. Et puis, pour ce qui concerne l'Île-de-France, par contre, on apprécie l'effectif au regard de la totalité de la région, donc toute l'Île-de-France. Et donc là, si j'ai bien compris, le projet de loi de finances prévoit de relever le seuil d'assujettissement. Exactement. Donc, le gouvernement va proposer de relever le seuil d'assujettissement donc, à 11 salariés et plus, au lieu de plus de 9 salariés. Et concrètement, la mesure va donc élargir sensiblement le champ des entreprises qui seront situées hors champ du versement de transport. D'accord. Merci Nicolas pour ce point sur ces mesures du projet de loi de finances pour 2016 qui, comme chaque année, sera adopté définitivement en décembre. À très bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au projet de loi de finances 2016 dans le feuillet hebdo numéro 3612. Et j'en profite également pour vous remercier au nom du groupe pour votre présence et vos échanges de qualité sur notre stand lors du Congrès national de l'Ordre des experts comptables. Rendez-vous donc à Bruxelles dans un an. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro en direct de la rédaction. À très vite.